Vous savez comment aller vite? Il faut réfléchir lentement. Pensez à Harley-Davidson. Celle-là trimballe 1,2 litres, coûte 13 000 $ et délivre 58 chevaux sauvages. Ensuite, pensez à l'Indian Scout Bobber. Pareil, mais 83 chevaux. Il y a un endroit où Indian trouve un gain de puissance de 43%. Une fois. On est au tournant du siècle et la science de la lubrification est inexacte. On dit aux motards de choper une boîte d'1 litre de peu importe ce que vend l'épicier du coin, de le verser dans leur moteur, d'attendre que l'huile se soit faite la malle, puis de recommencer l'opération. La lubrification à perte totale était la norme jusqu'en 1936, d'où l'adage « si t'as pas de fuite d'huile, c'est que t'as plus d'huile ». Et donc, les moteurs tournent généralement lentement. Sinon, on risque de gaspiller trop de lubrifiant et de serrer avant la prochaine recharge. Alors comment fait-on pour tirer de la puissance d'un moteur lent? Les chevaux, c'est le couple multiplié par les tours minutes divisé par 52-52, donc si on ne peut pas augmenter le régime moteur, on doit augmenter le couple. Imaginez un giga piston. Notre explosion met un certain temps à exercer sa force sur l'intégralité de la tête du piston. Du coup, le potentiel du couple est éparpillé. Et pour un déplacement donné, un gros piston signifie une course très courte. Donc notre petite force agit sur un petit levier trapu. Quel glandu. Mais avec un cylindre haut et étroit, notre explosion exerce instantanément sa force sur toute la tête du piston. Et notre course plus longue signifie rayon de vilebrequin plus grand, donc plus de force est transmise à un levier plus efficace, ce qui donne plus de couple. C'est pour ça que les moteurs à l'ancienne ont tendance à être hauts. Leur course longue permet une puissance correcte tout en maintenant un régime plutôt bas. De nos jours, la lubrification et l'usinage des pièces ont considérablement progressé. Pourquoi s'embêter pour un peu de couple quand vous pouvez simplement ajouter quelques milliers de tours par minute? C'est un moyen facile d'avoir de la puissance quand on peut déplacer des pistons aussi vite qu'on veut sans les faire fondre. Bien sûr, on ne choisit pas la vitesse du feu, ce qui est un problème pour nos grands cylindres. Voyez, le piston dans un moteur à longue course doit se déplacer plus loin, et donc plus vite à chaque révolution. À très haut régime, un tel piston commencera en fait à perdre le rythme de l'explosion. C'est pourquoi si vous avez déjà monté un grand bicylindre en V dans les tours, vous avez peut-être senti qu'il perdait un peu de patate. La solution, messieurs dames? Choisissez le glandu. Dans un moteur super carré, même à haut régime, le piston n'a pas besoin de se déplacer aussi vite ou loin, ça signifie qu'il est toujours là, près du point mort haut, pour capter la force de la combustion. Et si notre moteur super carré peut atteindre des tours par minute plus élevés tout en donnant plus de couple à ces vitesses, alors félicitations! On vient de trouver la façon moderne de créer de la puissance. Indian l'a bien compris. Et bien sûr, Harley aussi. La différence réside entre connaître la voie à suivre et être capable d'avancer dans cette direction. Notre moteur supercarré tourne si vite qu'il faut des cames en tête pour ouvrir et fermer les valves. Impossible d'utiliser des actionneurs à poussoir, ils sont lourds, et les choses lourdes n'aiment pas changer de direction rapidement. Donc elles ne parviennent pas à suivre le régime du moteur et font flotter leur poussoir derrière les cames. Mais les Harley-Davidson doivent avoir des poussoirs sur le côté de leur moteur. 2 quéquettes supplémentaires par cylindre, c'est emblématique. Et si vous pensez que c'est difficile à vendre, rappelez-vous que votre moteur est plus chaud ici, là où la combustion se produit, et ici,
là où la combustion agit. Ce sont les parois du cylindre qui sont relativement froides. Ainsi, dans un moteur supercarré, moins de gaz parvient à évacuer la chaleur et cela prend plus de temps pour le faire. Ça signifie qu'on doit compenser avec un meilleur refroidissement, du refroidissement liquide. Mais les Harley-Davidson doivent avoir des ailettes de refroidissement par air, c'est iconique. Et voilà, on a atteint le moment où la nostalgie diminue les capacités. Si le département marketing dit qu'on doit avoir un refroidissement par air, alors il est utile d'avoir une surface de cylindre phallique. Et les blagues de bits ne sont que ça, des blagues. La vérité c'est qu'on ne peut pas blâmer Harley de pousser des moteurs vintage. Ils ont essayé la modernité, et personne n'en a voulu. Donc si le département marketing dit qu'on doit avoir absolument des tiges de poussée, alors c'est comme ça. On retourne au problème du tournant du siècle. Le régime est plafonné, donc un long rayon de vilebrequin exerçant un couple élevé est la meilleure façon de produire de la puissance. C'est pour ça que les Harley sont à longue course et manquent un peu de patates. Et c'est ainsi qu'Indian, en osant construire un moteur qui a l'air moderne, peut avoir un moteur super carré, arbre à canon tête, refroidi par liquide jusqu'à 8300 tours minute et faire 43% de puissance en plus. C'est un moteur addictif et satisfaisant. La Scout tourne comme un V-Rod, elle a la finition d'une Dyna et tout ça au prix d'un Sportster. Je pourrais vous balancer que Indian réussit là où Harley échoue. Mais je dois réfléchir lentement. Je dois repenser. Repenser aux Scouts d'origine. À quel point les motos étaient basses autrefois. Comment les pneus avant et arrière avaient autrefois la même taille parce que personne ne s'était donné la peine de les fabriquer différemment. L'agilité en virage et l'angle d'inclinaison disponible n'étaient pas les marqueurs de performance à l'époque, parce que la piste se penchait pour nous. Bien sûr, maintenant c'est plutôt rétrograde de monter un pneu arrière à l'avant. Tout comme il est désuet de construire une moto aussi basse. Mais on le fait quand même, parce que c'est iconique. Indian est coupable des mêmes crimes que Harley. Bien sûr, le moteur est un bijou d'ingénierie, mais il sacrifie absolument tout le reste à l'héritage. Le plus frustrant, la transmission. Elle est héritée des Borg Tracker, donc on monte rarement au-delà de la seconde. Je peux difficilement profiter du 8300 tours minute si je n'atteins la zone rouge qu'à 130 km/h. Un pur cruiser aurait un pneu avant plus étroit. Plus de 5 cm de suspension arrière et des vitesses plus courtes. C'est pas une liste de souhaits, cette moto existe. We're not about history or legacy. Victory is, is very new and we can take it, where we want it to go. It gives us freedom. Enfin, cette moto a eu le mérite d'exister. Polaris a produit la Victory Octane pendant 1 an avant d'abandonner sa marque innovante. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas réussi à capter l'acheteur nostalgique qui réussissait à Indian. On est des clients pénibles en Amérique du Nord, on veut des pas en avant, mais on veut aussi qu'ils nous rapprochent de notre point de départ. Peut-être que la Scout est sur le point de résoudre ce paradoxe. C'est une moto de compromis, mais c'est surtout une moto géniale. Je veux dire, même si Indian pouvait remonter le temps, comment ferait-il mieux ?
Peut-être investir des millions dans une machine de fou juste pour un usage en compétition. Juste pour rappeler à tout le monde leur niveau de performance, juste pour préfacer son entrée dans le marché sportif. C'est à peu près la seule façon dont je peux imaginer une marque classique dévoiler un miracle tout en faisant semblant de revenir à ses racines. Fouh, ce serait un truc de dingue, non ?